Une chronique électorale de Bakolo State. Les questions électorales. Changez le Congolais, vous changez le Congo. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Très heureux puisque aujourd'hui je reçois une invitée spéciale. Très spéciale puisque il s'agit d'une femme. Comme vous le savez, Gary Iwele est toujours défenseur de la condition féminine, défenseur de la femme. Mais cette femme, elle n'est pas la moindre. Il s'agit bel et bien de Madame Angèle Makombo. Madame Angèle Makombo, c'est une grande personnalité de la politique congolaise, mais une fonctionnaire internationale qui a travaillé plusieurs années ici aux États-Unis d'Amérique, à New York, au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous allons approfondir avec elle, puisque aujourd'hui aussi c'est un jour spécial. On la voit ici au Capitole, à ce moment ici où le secrétaire d'État John Kerry est en train de défendre le plan Obama pour lutter contre les ISIS. Nous voulons savoir pourquoi elle est là et coïncidence de calendrier ou quoi. Bonjour Madame Makombo. Bonjour Monsieur Gary. Comment vous allez déjà? Je vais très bien. Mais on vous surprend ici à Washington DC. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes là? Disons, je suis venu pour la table ronde sur les révisions constitutionnelles sur les deux rives du fleuve Congo, qui s'est tenue en marge des sommets USA Africa Summit. Voilà. Et puis j'en ai profité pour avoir quelques entretiens, quelques rencontres. Je suis ensuite allée à New York un peu faire la même chose. Et après New York, je suis revenu encore ici pour de nouvelles rencontres. Tout à fait. Alors on vous voit autour du Capitole. Il y a eu quand même des réunions très importantes ici à Washington DC. Oui, des réunions importantes, mais le focus évidemment en tant que Congolaise, c'est le Congo. Nous sommes à un moment très critique. Il y a un grand débat qui est dans tous les esprits, qui agite même non seulement le microcosme politique, mais tous les Congolais. C'est cette question de oui ou non la révision constitutionnelle. Tout à fait. Donc ici aussi, à Washington, ils en parlent parce que ce sont des grands partenaires, amis du Congo, donc ils ont à cœur que notre pays, que les choses se passent bien dans les mois et les années à venir. Alors, oui, on va revenir sur ça parce que c'est le sujet qui est en actualité, bien sûr. Mais les gens qui vont vous suivre à ce moment, puisqu'il faut les rappeler que c'est la première fois que vous passez dans cette émission Bakolo State, ceux qui vont vous découvrir, qui êtes-vous? Qui est Madame Angèle Makombo? Angèle Makombo est une Congolaise, une femme congolaise de conviction, une leader politique engagée pour la défense de la démocratie, du développement, m'engager aussi pour la cause des femmes et des jeunes. Et j'ai longtemps travaillé ici aux États-Unis, j'étais fonctionnaire aux Nations Unies, fonctionnaire international pendant près de 24 ans. Wow. Et dans le domaine politique au siège des Nations Unies. Et pendant ces 24 ans, évidemment, je suis passée, j'ai occupé différentes fonctions, spécialiste des questions politiques, conseillère politique principale. Et, vous avez pratiquement connu tout le monde, Kofi Annan. Exactement. Et le summum de ma carrière, c'est quand j'ai été conseillère politique principale en charge des questions africaines dans le cabinet de Kofi Annan. Wow. Et c'était un honneur, un privilège d'être là. Une Congolaise au cœur des décisions du monde. Au cœur de l'action. Et une expérience que vraiment je considère très solide. Et et après toutes ces années, voyant que dans notre pays, les choses n'allaient pas aussi bien qu'elles devraient être. En tout cas, que la situation ne se développait pas dans le bon sens assez vite. J'ai ressenti un appel. Je me suis dit,
je rentre. Vraiment un appel de rentrer au pays pour mettre mon expérience au service de mon pays. Et c'est comme ça que j'ai démissionné des Nations Unies en 2011. Je suis rentrée au Congo. J'étais d'ailleurs candidate à la présidentielle de novembre 2011. Et puis, donc, on est de l'opposition. Et bon, il faut comprendre que c'est le direct ici. Nous sommes au Capitole, qui est le palais le plus visité, le palais le plus photographié au monde. Donc il y a toujours évidemment des allées et venues. Tout à fait. Donc voilà, mais je suis de l'opposition et rappelez-vous, en 2011, il y avait pas mal de candidats de l'opposition et avec le changement de la constitution de janvier 2011, on avait une élection à un seul tour et avec de nombreux candidats, on allait dans le mur, on n'allait pas gagner et moi, pour montrer l'exemple, convaincu qu'il fallait absolument avoir un candidat unique, un candidat commun, je me suis désistée. Et je pensais que d'autres allaient emboîter le pas. Exactement, ils ne l'ont pas fait et les autres, comme vous le savez, c'était des hommes et les hommes ont un grand ego. Vous étiez la seule femme à l'époque à être voilà. Dans la j'y suis, j'y reste et ils n'ont pas suivi mon exemple et nous avons eu le résultat auquel il fallait s'attendre. Donc, mais je continue mon travail. Je suis présidente nationale d'un parti politique de l'opposition qu'on a créé en 2010. L'UDEC. Oui, la Ligue des démocrates congolais, en sigle l'IDEC. Et nous travaillons et notre objectif, prochain objectif, c'est évidemment 2015, des élections locales. La première fois qu'on aura des élections locales, municipales, urbaines. Et c'est la première fois que ces élections ayant lieu, qu'on a l'opportunité de promouvoir des femmes au niveau du leadership local. Et qui dit leadership local aujourd'hui dit leadership au niveau national demain. Donc nous sommes en train vraiment de encadrer les femmes, les promouvoir et les jeunes aussi pour qu'il y ait de maximum de candidats pour les élections locales de 2015. Alors, quelle est la place que la femme occupe dans votre lutte? Elle occupe une place très importante. Je suis une femme moi-même, je vois la condition de la femme congolaise. C'est vrai qu'il y a eu des progrès. C'est indéniable quand on voit le niveau de scolarité, d'instruction, mais quand nous regardons bien par rapport d'ailleurs à d'autres pays africains, la situation de la femme congolaise est encore très loin d'être satisfaisante. Donc nous sommes là en train de nous battre pour faire avancer les choses et conscientiser les femmes, leur dire vous devez prendre toute votre place. Et des femmes compétentes, il y en a, mais du fait de souvent notre éducation, notre environnement social, les femmes ont du mal à aller de l'avant, de se mettre devant de la scène. Sur le plan politique, j'entends, on les voit pas mal dans la société civile, mais dans la politique, les femmes hésitent. Donc c'est vraiment l'un de nos objectifs, qu'en 2015, la LIDEC ait le maximum de femmes candidates. Et comme vous le savez, à la fin des concertations nationales, le président Kabila a recommandé fortement, en fait endossé une recommandation des concertations nationales qu'il y ait 30% de femmes candidates sur les listes électorales des partis politiques. Alors j'espère que vraiment... Un slogan ou une réalité? J'espère que ça sera une réalité, que ça sera une obligation faite aux partis politiques d'avoir ces 30%. Ceux qui n'auront pas 30%, on va... zapper leur liste. J'espère réellement que ça sera la réalité. C'est la seule façon de faire bouger les choses. On a vu le discours, les recommandations, oui, mais dans les faits, comme les choses n'avancent pas vraiment, il faut imposer peut-être des quotas. Tout à fait. Alors, il y a une de vos citations que j'aime beaucoup. Vous avez dit dans une de vos allocutions que si les femmes peuvent participer à l'économie du ménage, elles peuvent aussi diriger ce pays. C'est ça qui a motivé votre participation à la présidentielle.
Qu'est-ce qui a réellement motivé cette participation? Vous étiez ici bien assis à New York, fonctionnaire international, jusqu'à occuper des fonctions très importantes au sein du cabinet du secrétaire général. Et tout d'un coup, vous abandonnez tout et préférez aller faire la politique. Quelle était vraiment la motivation? Ma motivation profonde était la suivante. Pendant toutes ces années aux Nations Unies, je voyageais énormément. Je voyageais énormément en Afrique et dans le monde. J'allais souvent au Congo. Et de voir que ce pays, avec tant de potentialités, un pays si riche, mais qui dans les faits, dans la réalité, a une telle pauvreté, je trouvais ça absolument de plus en plus insupportable, que je me disais ça ne peut pas être, ça ne peut pas continuer. Et je ne prétends pas apporter la solution, mais quelque part, en tant qu'enfant de ce pays, je me suis sentie interpellée à un moment donné. Chaque fois que je rentrais au Congo, je voyais cette pauvreté criante de la population. Je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Je voudrais être utile, je voudrais rentrer au pays, mettre mon expérience au service de mon pays. C'est ça ma motivation profonde. Et ensuite, quand, au fait, ce que vous citez là, les femmes, je dois dire que cette citation a été un peu raccourcie, parce que mon idée, c'était pas parce que seulement la femme s'occupe de l'économie du ménage qu'elle peut diriger un pays. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que les femmes, nous formons 52% de la population au Congo. Des femmes compétentes au Congo, il y en a. Donc, il est temps de justement promouvoir, faire éclore ce leadership féminin. Et nous voyons que c'est dans l'air du temps. Regardez autour de nous, regardez le Libéria, regardez l'Allemagne, regardez le Chili, regardez l'Argentine. Les femmes font leurs preuves. La femme congolaise, chosifiée, la femme congolaise, aujourd'hui on parle de la capitale internationale du viol. La femme congolaise qui est chosifiée, réduite à ce niveau. En tant que femme et puis leader politique, qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est très douloureux comme sujet. C'est très douloureux parce qu'effectivement, c'est d'ailleurs un envoyé spécial des Nations Unies qui a eu à dire le Congo, c'est la capitale mondiale du viol. Et parce qu'effectivement, nous vivons une situation tragique depuis plus d'une dizaine d'années. Des viols massifs qui se perpétuent à l'est du pays. Pas de viol conventionnel, monsieur. Non, massif. Et le viol vraiment utilisé comme une arme de guerre par les belligérants. Et des viols perpétrés non seulement par des rebelles, des hors-la-loi, mais des viols perpétrés également par certains éléments de notre armée nationale. Oui. Donc c'est une situation vraiment insoutenable. Et nos gouvernants disent à chaque fois qu'ils vont lutter contre cela, mais encore il y a à peine 2 mois, il y a eu un rapport qui établit que dans 2 provinces de l'est du pays, le Maniema et le Sud Kivu, en un trimestre, il y a eu 3000 viols. Oui. Voilà. Le président Kabila vient de nommer un représentant spécial chargé de ces questions. Alors j'espère que nous allons voir bouger les choses, mais il faut vraiment une volonté politique et il faut absolument mettre fin à l'impunité. C'est parce qu'il y a l'impunité que la violence sexuelle et les violences sexuelles contre les femmes se perpétuent. Tout à fait. Oui. Alors on va revenir sur la table ronde qu'il y a eu ici à Washington, dont vous étiez participante, mais aussi vous avez parlé tout à l'heure des concertations nationales. Oui. Vous avez participé aux concertations nationales. Oui, j'ai participé. Et parmi les résolutions, nous avons vu le président Kabila nous dire qu'il y aurait un gouvernement d'union nationale, de cohésion nationale à l'issue de concertation. Et ça va faire une année après. Vous, en tant que participant à ces concertations, est-ce qu'il y a eu un comité de suivi? Qu'est-ce que vous en dites? En tant que participante à ces concertations, je trouve ça déconcertant. Parce qu'effectivement, c'était l'une des recommandations
des concertations nationales. Il y en a d'autres, des recommandations très fortes, des recommandations très pertinentes. Et il y a d'ailleurs un mécanisme de suivi qui a été établi, je crois en décembre dernier, de toutes les... je crois qu'il y avait plus de 700 recommandations des concertations nationales. Ils ont fait un triage et ils ont déterminé 100 recommandations phares qu'on a remis au chef de l'État, dont cette recommandation du gouvernement. Donc, comme tous les Congolais, nous attendons cela parce que ces recommandations ont été approuvées, bien sûr. Oui, approuvées. Approuvées. Mais pourquoi ça tarde à venir? Et ça tarde à venir. Et là encore, c'est malheureusement au Congo, nous prenons beaucoup trop de temps pour faire mettre en œuvre des mesures qui sont urgentes, des mesures qui s'imposent. Et là, effectivement, ça ralentit la marche du pays, ça ralentit les affaires. Et je pense que, j'espère en tout cas, comme tous les Congolais, que bientôt, nous verrons la formation de ce gouvernement de cohésion nationale. Alors, comme ça tarde à venir, est-ce que maintenant, que direz-vous de ceux qui ont décrié ces concertations nationales bien avant leurs assises pour dire ça va coucher d'une souris? Mais aujourd'hui, une année après, plus de 100 recommandations qui, à mon avis, tardent à se mettre sur pied. Oui, disons que moi, je suis d'avis et je le maintiens jusqu'à présent que ces concertations nationales étaient utiles. Parce que le travail abattu lors de ces rencontres entre Congolais était vraiment solide. Et je pense que dans un pays, quand il y a problème, quand il y a crise, et effectivement, beaucoup, nous, dans l'opposition, on s'est plaint de crise de légitimité, mais il y a aussi la crise sécuritaire, il y a les problèmes socio-économiques que nous vivons depuis. Je parlais de pauvreté tout à l'heure. Donc, il était important de se mettre autour de la table, enfants du pays, et de parler, toutes tendances confondues, de parler, et nous avons dégagé des recommandations qui sont pertinentes. Donc le travail intellectuel accompli, les recommandations, toute personne qui se donne la peine, parce que nous parlons comme ça en l'air, mais je pense que on n'a pas assez vulgarisé ces concertations, ces recommandations des concertations nationales. Donc toute personne qui se donne la peine de vraiment examiner ce qui a été discuté et les recommandations qui ont été établies se rendront bien compte que ce sont des recommandations pertinentes. Mais le regret que nous avons tous, c'est que la mise en œuvre tarde à venir. Et maintenant, ça donne raison à ceux qui avaient peut-être boycotté en disant, vous voyez que ça n'a mené à rien. On savait que ça va voilà. Aboutir comme ça. Mais je pense que non. Les gens pensaient beaucoup plus au per diem qu'à autre chose. Oh, justement, le per diem, trompez-vous, le per diem était très maigre. Il n'y avait pas de per diem en tant que tel. Les gens ont justement dit, ils vont en concertation parce qu'ils veulent se remplir les poches. Les concertateurs, comme on nous a appelés, touchaient $50 par jour. Donc c'est pas ça. C'était pas, en tout cas moi personnellement, c'est pas la raison pour laquelle je suis à la concertation. Le per diem, comme vous l'appelez, était modique. Je suis allé aux concertations par conviction en me disant, il y a un problème, allons discuter entre nous. Et je vous dis que c'était, moi, à mon niveau, j'ai trouvé ça très enrichissant d'avoir à ma gauche ou à ma droite quelqu'un de l'opposition que j'aurais pas pensé forcément rencontrer ou discuter, de la société civile, etc. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes. C'était un moment fort. Malheureusement, on n'a pas su justement capitaliser tout de suite. Il fallait faire vite, capitaliser sur les concertations. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et j'espère que on les mettra en œuvre. Ok, on ne va pas s'éterniser là-dessus, nous savons la suite. Mais le président Obama prend une décision historique de convoquer ici aux États-Unis d'Amérique plus de 50 chefs d'État
africains Oui. et chefs de gouvernement qui viennent pour la première fois autour d'un président américain depuis l'histoire et chefs de gouvernement qui arrivent ici pour parler du problème de l'Afrique. Et en marge de cela, il y a aussi l'opposition congolaise et la majorité présidentielle qui est convoquée ici par invitation de National Endowment for Democracy. Vous vous réunissez ici à Washington DC. Et nous avons quand même eu la chance de parler avec quelques participants. On n'a pas, ça il faut l'avouer, qu'on n'a pas eu la chance de vous attraper juste après puisque vous étiez vous-même busy aussi. Mais dites-nous un peu, Madame Makombo, vous étiez d'abord la première femme, la seule femme, disons, qui a participé parmi les 13 délégués qui étaient là-bas, autour de la table de Congo. Et avant d'entrer dans le vif de cette table ronde, quels étaient d'abord les critères de recrutement, je voulais dire, les critères d'invitation? Ça, il faudrait demander ça au NED, au National Endowment for Democracy. Moi, j'ai reçu une invitation, je suis venue et j'étais étonnée de voir que j'étais la seule femme congolaise autour de la table. Je n'ai pas trouvé ça normal, j'ai trouvé ça anachronique. J'ai eu à le dire, j'ai eu à l'écrire, parce que je pense que des femmes congolaises valables, solides, qui ont des choses à dire, il y en a. Mais autour de la table, il y avait la majorité que des hommes. Et vous aussi, les médias, vous êtes complices parce que vous êtes intéressés qu'aux participants masculins. Non, pas. Voilà, vous n'êtes pas dit, mais il y a une seule femme autour de la table, qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle pense, etc. Ça aussi, j'ai eu à le dire. Donc, les critères pour inviter ça, je ne... Saviez-vous déjà en quittant Kinshasa qu'il y avait tel et tel autre qui était invité à la réunion? J'avais vu, il y avait les journaux de la place qui avaient annoncé des gros titres annonçant Kamere, Fayoulou, etc. seront à Washington. J'avais vu des titres. Et puis, bon, voilà, mais je me disais que je pense qu'ils ont donné des invitations aussi à d'autres femmes. Et je ne connaissais pas tellement bien quel allait être le format de cette table ronde, mais voilà. Donc, alors, en quittant le Congo, puisque c'était l'opposition, la majorité et la société civile qui devaient... Donc, on supposait que chaque composant devait se réunir pour prendre des résolutions avant d'y arriver. Alors, du côté opposition, est-ce qu'il y a eu de pré-concertation avant le forum de Washington, la table ronde? Il y a en tout cas, à ma connaissance... Pour se choisir, par exemple, le porte-parole ou chef de délégation non, il n'y a pas eu de chef de délégation. Nous étions bien là, autour de cette table. Les 13 Congolais qui étaient là, on était là sur pied d'égalité. Il n'y avait pas de chef de délégation. On était en nos titres et qualités. Moi, par exemple, président national de la LIDEC, j'étais là. Il n'y avait pas de chef de délégation. À ma connaissance, peut-être qu'ils en ont eu des concertations avant Kinshasa, avant Washington, pardon, mais moi, je n'étais pas au courant. Et je n'étais pas non plus au courant quand ils ont décidé, l'opposition, d'élaborer et de publier ce qu'ils ont appelé la déclaration dite de Washington. Oui, ça on va revenir sur ça. Déclaration, il y a eu d'abord, pour aller juste au bout, est-ce qu'il y a eu une déclaration de l'opposition à Washington DC? Il y a eu une déclaration, oui, dite déclaration de Washington. Et vous avez participé? Je n'ai pas participé et je l'ai dénoncé aussi. J'ai dit que voilà, l'opposition congolaise, elle est divisée, oui, mais l'opposition congolaise est aussi misogyne. Parce que autour de cette table, il n'y avait qu'une seule femme de l'opposition. Aucun de ces leaders de l'opposition ne s'est dit nous allons aussi la convier, nous avons cette initiative d'élaborer une déclaration, il faut convier notre sœur pour qu'on en discute. Non, ils ont fait leurs choses entre eux, entre hommes, et ils ont publié entre hommes. Et je pense que vraiment c'est une attitude rétrograde. Et c'est pas comme ça que nous allons faire avancer les choses. C'était pas seulement entre hommes, puisque aussi il y a d'autres hommes qui apparemment ont décrié la même chose, qui n'ont pas participé à
à ces forums. Vous venez, je ne sais pas, il y avait 7 ou 8 membres de l'opposition. Je crois 8. Oui. Tous n'y étaient pas, c'est vrai, mais comme par hasard, ceux qui étaient là, il y avait que des hommes. Enfin, alors, mais qui a convoqué cette réunion pour la déclaration de Washington? Il faudrait demander aux signataires. Et pourquoi tout le monde n'était pas informé ou pourquoi tout le monde n'y est pas participé? Il faudrait demander ça aux signataires. Moi, je l'ai dénoncé, j'ai dit c'est pas comme ça que nous allons avancer. À chaque fois, zapper, exclure 52% de la population. Voilà. Mais c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Alors, on revient sur la table ronde comme telle. Au sortir de là, qu'est-ce que moi, en tant que Congolais, peux retenir de cette rencontre? Une énième rencontre? Moi, je l'ai dit et je l'ai écrit aussi. Cette table ronde a eu le mérite d'exister parce que c'est important de parler, c'est important de dialoguer. Questions électorales. Une chronique électorale de Bakolosté. Les questions électorales. Changez les Congolais, vous changez le Congo. Oui, donc comme dans une famille, quand il y a des problèmes, c'est bon de se mettre autour de la table, discuter. Là aussi, nous, la communauté internationale, en particulier National Endowment for Democracy, en collaboration avec NDI et REI, ont invité les Congolais. C'était une bonne chose. Mais nous, les Congolais, leaders politiques congolais, nous n'avons pas saisi cette occasion. Moi, j'appelle ça une occasion manquée, parce qu'on était autour de la table et c'était quoi? Vous y étiez, vous avez vu des invectives, des propos à la limite de l'insulte. Non, on n'a pas avancé en rien, on n'a pas avancé. Et comme j'ai eu à le dire, nous sommes arrivés à Washington comme nous en sommes repartis, profondément divisés. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Alors, mais le Congolais, c'est que moi je lui demande de retenir, oui, cette table ronde a eu le mérite d'exister. Et puis après, il ne faut pas se dire, les États-Unis nous ont appelés, ils ont discuté, c'était pas très concluant et puis c'est fini. Non. C'est un problème qui concerne tout un chacun, tout Congolais. Donc restons vigilants sur cette question parce qu'elle est absolument fondamentale. Elle va déterminer l'avenir de notre pays. Et pour rester vigilant, il faut aussi rester bien informé. Or, je regrette souvent de constater que nos frères et sœurs de la diaspora ne suivent pas l'information de près. Ils colportent plutôt des informations pas très fondées, ils ne vont pas vraiment à la source. Or maintenant, on n'a plus d'excuses avec Internet, on a l'information à la portée de la main. Donc restons vigilants sur cette question, continuons à exercer la pression pour que, en tout cas, cette question de l'article 220 soit bien arrêtée, à savoir qu'on ne modifie pas l'article 220. Voilà, on parle directement de cet épineux problème, puisque c'est un problème très important qui touche à la survie de la nation. 2016, partira pas. Et changement de constitution. J'ai eu la chance ici à Washington à parler avec le ministre Mende et aussi le professeur Evariste Boshab qui ont laissé commencer avec tous ces débats par la publication de son livre. Et ils n'ont pas caché la volonté, en l'occurrence M. Boshab n'a pas caché cette volonté pour le PPRD de soumettre ce problème au référendum. Au fil des idées, au fil des jours, ils ont rendu cela public. Ce n'est plus un secret de polichinelle que le PPRD milite pour la révision constitutionnelle par référendum. Leader politique d'opposition que vous êtes, qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je réitère ce que j'ai eu à dire à plusieurs reprises, d'ailleurs sur des chaînes aussi de la diaspora, que moi, je crois fermement dans le respect de la Constitution. La Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Et à ce titre, je suis opposé à la révision de l'article 220, qui limite à 2 le nombre de mandats du président de la République, chaque mandat étant de 5 ans. Donc, et je suis heureuse de constater que les Congolais de l'intérieur, beaucoup de l'intérieur, comme les Congolais de l'extérieur, beaucoup, eux aussi sont de ce point de vue-là, et eux aussi mettent la pression pour que l'article 220 reste intangible. Et vous le savez certainement, l'Église catholique a publié un communiqué ferme là-dessus, en demandant aussi que l'article 220 reste intact. Le président du Sénat, Léon Kengwa-Dondo, dans son allocution à l'ouverture de la session parlementaire, le 15 avant-hier, a dit la même chose, qu'il ne faudrait pas prendre prétexte de la révision de certains articles, dont l'article, je crois, 197, qui change qui veut changer le mode d'élection des députés provinciaux, d'une élection au suffrage universel direct à une élection indirecte. Il ne faut pas prendre prétexte de cela, du changement d'article révisable, pour profiter, pour changer un article qui est intangible. Donc je me dis que c'est ça, c'est ça le sens du progrès. On ne peut pas, j'ai eu à le dire au cours de la table ronde, comme ça, changer la Constitution au gré des vents, au gré de... Pour tailler cela à juste mesure. Voilà, non. On change une Constitution. La motivation pour changer une Constitution, c'est réellement pour renforcer les institutions démocratiques. Et est-ce que toucher à l'article 220 va renforcer les institutions démocratiques? Lesquelles? Non, donc il faut absolument que cet article 220 reste intangible. C'est ça ma position. Alors, la position de mon parti, la Ligue des démocrates congolais. Maintenant, puisqu'on doit aller sur le concret, la majorité présidentielle, ils ont commencé par le ballon d'essai pour voir comment réagirait la population. L'opposition a réagi, la population a réagi, et maintenant ils le disent au clair qu'ils vont aller avec ça au référendum. Est-ce que l'opposition a le moyen concret de les empêcher de le faire? Mais c'est le jeu politique. Le jeu politique, ça consiste à justement continuer à faire pression et appeler au bon sens patriotique des Congolais. Et même dans la majorité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui s'opposent à cette tentative ou cette éventualité de changer l'article 220. Donc il faut continuer, et c'est là où je parlais de vigilance. Continuons à être vigilants pour cette question, parce qu'elle est absolument fondamentale. Mais moi j'ai eu aussi à soulever lors de la table ronde que autant c'est fondamental, il ne faut pas toucher au 220, il faut respecter la Constitution, autant il y a un problème épineux dont on parle très peu. C'est l'article 71 de mode de voilà. L'élection en un tour. À un tour. Il y a aussi la diaspora qui ne participe pas. Tout cela, exactement. Il n'y a pas de bruit autour. Les gens parlent de... Exactement. Il y a le problème de la nationalité, etc. Donc, il y a visiblement des articles de la Constitution qui demandent à être modifiés. L'article 71, qui en janvier 2011 a été modifié pour changer l'élection du président de la République de 2 tours à 1 tour. Il faudrait revenir en fait à 2 tours. Mais le sentiment général au Congo, c'est que il faut pas toucher. Il faut pas toucher à cela. Parce que dès qu'on touche, on va être tenté de toucher aux articles dits verrouillés. Oui. Donc nous en sommes là.
nous en sommes là. Mais il faut continuer à renforcer la réflexion sur ce sujet. Oui, bon, l'impression que nous avons, c'est que l'opposition, au lieu de se liguer comme un seul homme, vous avez dit ça, ici c'était une occasion pour vous, aussi en dehors du pays, parce que beaucoup de gens aussi ont décrié cela, que pourquoi ça doit être à Washington que l'opposition doit venir sur appel d'une ONG, disons, une organisation non gouvernementale. Alors, on a l'impression, vraisemblablement, que on voit quelques leaders de l'opposition qui cherchent à se positionner par rapport aux élections présidentielles de 2016 que penser à un avenir lointain du Congo. Aujourd'hui, le débat, c'est autour de la Constitution. Trop peu d'actions se font autour de cette Constitution. Mais chacun cherche à se positionner. Vous, je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. Cherchez-vous aussi à vous positionner par rapport à 2016. Mais avant d'arriver à 2016, il y a des problèmes. Il y a des préalables. Il y a des problèmes immédiats, comme vous l'avez dit. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous que tout en pensant à l'échéance de 2016, tout en pensant à ce qu'on appelle la mère des élections, l'élection présidentielle, il faut se préoccuper des problèmes immédiats. Il faut se préoccuper de la vie quotidienne des Congolais. Il y a eu une rentrée des classes là. Et au cours de cette rentrée de classe, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. Il y a un taux de chômage absolument catastrophique. On parle de 90%. On a parlé des violences sexuelles. Donc, mais ce problème de révision constitutionnelle semble complètement nous submerger et on ne pense plus à autre chose. Et les leaders politiques, oui, ils pensent, on dirait qu'ils ont leur œil rivé seulement sur cela, alors qu'il y a d'autres problèmes. Et chacun essayant de tirer... Qu'on veuille se positionner, c'est normal en politique. Mais moi, je me dis que se positionner pourquoi? Pour faire quoi? Il faut plutôt penser à l'intérêt général, au sort de nos populations. Donc c'est ça qui est, c'est ce qui est dramatique. On se rend bien compte que au Congo, c'est pas ça. Et les leaders politiques congolais, toutes tendances confondues, depuis que je suis rentrée définitivement au Congo, je m'en rends compte. Ce qui les motive, beaucoup d'entre eux, c'est d'abord l'argent. C'est pas un idéal, c'est pas par conviction. On va d'un côté ou de l'autre parce que il y a la promesse ou il y a un poste à gestation, il y a de l'argent. Oui. Et on ne sait pas ce poste-là que j'ai, c'est pour faire quoi? Dès qu'on est à ce poste, on se livre à toutes sortes de malversations. Et puis comme les malversations restent impunies, eh bien, on continue à faire des malversations. Et dans tout cela, qui en pâtit le plus? La population congolaise. Alors je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment que je reçois depuis Washington DC, ici devant le Capitole, Madame Angèle Makombo, qui est présidente de l'IDEC, un parti de l'opposition en RDC. Comprenez que nous sommes live ici à Washington. Il y a quand même du bruit autour, puisque on est autour du Capitole, bien sûr. On l'a surprise ici, puisque elle venait juste de quelques réunions ici dans les enceintes du Capitole. Alors, Madame Makombo, pour un peu conclure notre entretien, quelles sont les perspectives de l'avenir? Parce que nous avons eu ce problème en 2011, comme vous l'avez souligné. Et à la fin, c'était le souhait de tout un Congolais, c'était que M. Kamere, Kengo, vous-même, M. Tshisekedi, vous mettez autour d'un consensus qui présenterait un seul candidat au tour final des élections, ce qui n'a pas été fait. L'opposition est allée en ordre dispersé et les résultats, nous les connaissons. Le secrétaire d'État, John Kerry, arrive
à Kinshasa avec un message clair sur la révision, ce que pense le gouvernement américain de la Constitution. Et on vous invite ici à Washington pour parler de même problème. Et tout le monde est unanime sur le point. Mais c'est la seule opposition qui ne semble pas comprendre cela, puisque en quelque sorte, on est en train de jouer le jeu de la majorité. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Demain, si vous ne vous mettez pas ensemble, vous ne parlez pas de même langage, et on arrive ces jours-là, ben voilà, c'est la majorité qui continue à gouverner le pays. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? En tout cas, nous aurons une obligation de rendre des comptes, hein, parce que effectivement, nous montrons à la face des Congolais que nous n'arrivons pas à nous unir. Vous parlez de 2011. Il y a eu pourtant des tentatives. On a eu les fameuses négociations de Fatima, la leader qui y était. Ensuite, on a eu Sultani, la leader y était aussi. Mais ça a accouché d'une souris, ça n'a rien donné. Et maintenant, comme toujours. Voilà. Et c'est le danger que je vois, j'ai évoqué ça tout à l'heure, c'est que comme nous avons un article 71 qui établit l'élection du président à un seul tour, eh bien, nous risquons avoir un président élu avec 5%. Et nous, opposition, nous risquons encore de nous planter. Alors que si nous avions eu 2 tours, vous savez, le système de regroupement à la fin. Voilà, le regroupement, ça aide. Et je pense aussi que ce regroupement aurait permis un peu d'élaguer la scène politique congolaise, d'élaguer les partis politiques. Nous en avons plus de 434 partis politiques. Alors que si on avait ce système de 2 tours, ça aurait pu aider. Bon. Jusqu'à présent, nous, la LIDEC, nous continuons à plaider pour ce changement. Et s'il n'y a pas changement, bon, il faudra, espérons qu'en 2016, qu'on aura au moins, moi mon souhait le plus cher, c'est que l'article 220 demeure intangible, intact, respecté. Et deuxième chose, que nous ayons en 2016 des élections libres et transparentes. Si déjà on a ça, ça sera un acquis de plus, un acquis démocratique de plus. Sans vous couper la parole, vous parlez des élections, il y a aussi, les élections sont organisées par la CENI. Oui. Quelle crédibilité donnez-vous à l'abbé Apollinaire Malou, puisqu'on a entendu l'opposition les décrier? Oui, il est beaucoup décrié par l'opposition, mais je pense que là aussi, nous devons exercer beaucoup de vigilance et beaucoup de pression. Et d'ailleurs, j'étais heureuse d'apprendre, je crois que c'est la semaine dernière, autant l'abbé Malou disait qu'il n'y a pas à avoir de consensus sur la question du calendrier électoral. C'est la CENI qui est l'organe habilité à déterminer le calendrier et, avec l'autre institution qui est le Parlement. Aujourd'hui, nous entendons l'abbé Malou, en tout cas, dire, quand il a reçu les partis politiques, dire non, nous aurons bien un calendrier global qui ira jusqu'en 2016. Voyons voir. Mais là encore, c'est parce qu'il y a vigilance, parce qu'il y a pression. Donc, poursuivons cette pression et cette vigilance-là. Alors, nous parlons un peu de la femme et aussi de la jeunesse. Oui. Nous, quand on était encore étudiants à Kinshasa, tout le mouvement de contestation et protestation partait des chefs des étudiants, partait des campus. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'étudiant congolais est réduit à son propre sort. Il y a autant de situations malheureuses qui se passent au pays et il n'y a aucune réaction. Vous, en tant que leader politique, quels sont les mécanismes que vous utilisez pour essayer de parler à ces étudiants de la même façon qu'ils doivent prendre à bras le corps les destinées de leur pays? Non, c'est une question très intéressante que vous posez là,
Et c'est un réel challenge pour nous, les partis politiques, parce que nous, en tout cas, à la LIDEC, nous mettons l'accent, je l'ai dit, sur les femmes et les jeunes. Mais on sent aujourd'hui les jeunes totalement désabusés, la majorité d'entre eux ne croyant pas tellement à l'avenir, pensant qu'à une seule chose, sortir du pays, alors que l'Afrique, y compris la RDC, c'est la partie du monde convoitée. C'est le continent émergent de demain. Ouais. Mais ils n'arrivent pas à le croire, ils ne le croient pas, c'est pour ça qu'ils veulent tous sortir. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, veulent sortir. Donc nous, à la LIDEC, nous prenons à bras le corps ce problème-là, conscientiser les jeunes. Parce qu'on voit très peu d'activités au sein des campus universitaires. Mais, je vous ferai remarquer que c'est comme je l'ai dit, un challenge. Et nous, partis politiques, on s'en rend compte tous les jours. Vous convoquerez, vous appellerez des jeunes en disant venez donc réunion samedi, matinée politique pour qu'on échange un peu, on discute. Ah, maman, transport. Il n'y a pas cette motivation-là. Il faut lui donner le transport, il faut lui donner son coca, etc. Mais le même jeune, il apprendrait qu'il y a un match de football au Stade des Martyrs. Il dirait, ah, tes matchs, vraiment, il faut nazanga. Mais ça doit vous interpeller en tant que leader du Congo, puisque apparemment, la jeunesse devient de plus en plus désintéressée à la politique du Congo. C'est pour ça que je dis que nous, c'est un challenge. Nous avons une responsabilité pour les motiver, une part des responsabilités aussi dans cette situation, parce que les jeunes ne croient pas aux politiciens. Qu'est-ce qu'on leur apporte? Que des mensonges, et ils voient comment les politiciens, quand ils arrivent à des postes de responsabilité, ils en ont que pour eux, ils mettent l'argent dans leur poche, ils sont... Mais moi donc, personnellement, je crois à la femme. Moi, personnellement, je crois à la femme congolaise. La femme congolaise est capable de miracles. Elle en a prouvé depuis des années Mobutu. Elle continue à faire vivre le pays, même dans cette misère la plus crue. C'est grâce à la femme que les familles tiennent. Les hommes, comme vous savez, le chômage est vraiment énorme au Congo. Alors qui font vivre les familles? Les mamans avec leurs petites activités informelles, de vente de petites choses, etc. Dans les quartiers, dans les marchés, ce sont les mamans qui nourrissent les familles, qui envoient les enfants à l'école, etc. Alors, donc, quels sont vos projets, votre projet de société justement sur cette femme, puisque vous êtes leader politique d'un parti, un grand parti au Congo, et vous êtes vous-même femme, connaissant toute cette réalité. L'émergence de la femme congolaise passe par son éducation. Bon, et nous le voyons aussi dans nos familles, dans nos provinces, dans nos villages, que quand une famille est démunie, le peu d'argent qu'elle a, elle envoie le garçon à l'école, elle n'envoie pas la fille à l'école. Tout à fait. Donc nous devons nous battre, nous devons en tout cas gagner sur ce terrain-là. C'est par l'éducation qu'on va libérer, qu'on va émanciper la femme. Et moi je crois absolument à la femme. Vous savez, il y a un dicton au Congo, on dit « moi ça ton rambo kate ». Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Moi, si à ton Aramboka, nana kotonga Congo, basi. En partenariat na Mibali. Mais penser qu'on peut comme ça zapper la femme congolaise, c'est absolument ne pas d'abord connaître les réalités, parce que c'est elle qui contribue à tenir l'économie. C'est peut-être l'économie informelle, mais c'est quand même cette économie-là qui fait vivre les familles. Et c'est cette femme congolaise, si demain on lui donne l'opportunité, qui fera avancer le pays. Et à vous, hommes des médias, je vous lance un défi. Intéressez-vous aux femmes aussi. Vous interviewez toujours que des leaders hommes. Intéressez-vous aux femmes. Il y a plein de femmes congolaises à découvrir, à promouvoir, à aider. Parce que comme je le disais, par notre éducation, par notre environnement social,
beaucoup de femmes sont peut-être intimidées, n'ont pas encore cette audace, cette assurance d'aller au devant de la scène. Tout à fait. Mais vous, journalistes, vous pouvez nous aider dans ça. Vous pouvez nous aider. C'est ça que nous faisons maintenant. Ouais. Mais je pense aussi que la femme congolaise, vous l'avez dit dans votre citation, elle a quand même réussi à tenir le ménage depuis des années. Mais il y a très peu de femmes que nous voyons au Congo qui peuvent lever la tête pour dire c'est vraiment une businesswoman. Alors, le peu de femmes que nous voyons, bon, voilà, elle est secrétaire de ceci, président d'un parti politique, mais dans les affaires comme telles, on ne voit pas l'émergence de femmes. Aujourd'hui, on parle de la première femme milliardaire africaine. L'angolaise, c'est une femme, ça fait quand même, bon, c'est relatif, mais ça fait quand même la fierté de voir qu'il y a une femme qui a mis sa tête dans les affaires. Au Congo, on ne voit pas cette envie-là. On dirait qu'il n'y a que la politique qui paye. Oui et non, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas cette tradition comme longue tradition, comme les femmes en Afrique de l'Ouest, par exemple au Togo, ce qu'on appelle les maman bands, qui vraiment brassent des millions, etc. Et que chez nous c'est beaucoup plus timide. La femme congolaise a longtemps tenu un rôle de second plan, etc. La cuisine, le ménage. Voilà, mais ça commence à venir. Ça commence à venir, mais nous avons des handicaps, pas l'accès au crédit, on n'a pas assez de network. Et les hommes qui font des business souvent, c'est parce qu'ils sont bien introduits dans les milieux politiques. Souvent au Congo, le crédit est d'abord politique. Mais vous êtes aussi introduit. Donc tout ça, mais j'ai bon espoir, ça va venir. Il y a quand même à la FEC, la Fédération des entrepreneurs congolais, il y a une branche femmes, de femmes que j'ai eu à rencontrer. Ça commence. Mais j'ai confiance. Comme vous avez dit tout à l'heure, le président Kabila l'a dit, puisque personne ne l'a poussé de le dire. Il a dit, tout le monde a entendu qu'il y aurait... il militait pour 30% de femmes dans toutes les institutions. Et c'est à vous maintenant de lui demander des comptes. Tout à fait. Et à tous les niveaux, maintenant, il faut que la femme sache que, bon voilà, lui il a dit, mais nous voulons des actions. Je suis heureux de vous entendre dire ça, parce que justement aujourd'hui, j'ai vu que l'Observatoire national de la parité, qui est dirigé par Madame Espérance, une femme qui semble assez dynamique, a publié un communiqué demandant vraiment aux gouvernants que la promesse soit tenue des 30% dans le gouvernement de cohésion nationale, 30% de femmes, et dans les listes électorales. Donc effectivement, nous faisons pression, et surtout que nous venons d'être échaudés il n'y a pas très longtemps. La nomination de 9 juges à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, ce n'est que des hommes, aucune femme, aucune. Mais on n'a pas vu les femmes réagir. Et ça, c'était bien après que le président ait dit 30%, etc. Les femmes ont réagi, mais je pense qu'on aurait dû réagir beaucoup plus vigoureusement, énergiquement sur cette question-là. Et puis, sans vous couper, madame, il y a aussi une grande frange de cette partie de femmes qui se trouvent à l'extérieur du pays. Nous trouvons dans la diaspora, vous êtes membre de la diaspora. J'étais membre de la diaspora. Oui, bien sûr, nous vous considérons toujours comme membre de la diaspora. Mais il y en a plein des Angèle Makombo dans la diaspora, de partout, de toutes les qualifications. Mais ces femmes, puisque il faut l'accepter, les conditions du pays n'ont pas permis la femme congolaise à émerger depuis un certain nombre d'années, mais celles qui ont compris un peu sont en dehors du pays. Alors, comment feriez-vous, vous en tant que leader, en tant que femme, comment feriez-vous de involve toute cette frange de la population, surtout féminine qui est encore à l'extérieur? Mais
quelle est votre politique pour comme moi fierté ou moi si au Azali Banda Azon Mboka pour travailler pour le pays? L'appel ko yebisaba compatriotes bazonga mboka, c'est tentant. Surtout, c'est tentant, Tolo Bakango, mais il y a aussi une réalité. Mingi ba meka kozonga et ba monique les conditions ne sont pas réunies. Les conditions exactes. Tout à fait. Pour bazana ba mobali, bazana bana, baza bakozonga ou bien ba mususu mingi pe. Balingi ba investir. Na ba projet amike tout ça. Au retient bon on a yo et quoi na mai. Parce que moto a talango ako yiba yo. C'est ça. Et ba mususu pe bato bako yiba bato famille. Donc beaucoup, moi je connais beaucoup de nos, femmes qui ont essayé. Voilà, de compatriotes de la diaspora qui ont essayé et qui ont cette envie-là. Nalingina salapé quelque chose, nalingina zonga et tout. Bon, là encore, hein, c'est un défi à relever. Leur dire à celles qui sont peut-être les plus tenaces, et Zapassi, oui, mais Boya, la preuve, je l'ai fait. J'avais un job, un travail confortable, vraiment confortable ici. Je l'ai fait et je ne dis pas que c'est facile. Loin de là, les défis sont énormes. Ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Tout à fait. Les défis sont énormes en tant que leader politique, femme. Et puis on vous voit arriver comme ça des États-Unis, on croit que vous avez amené avec vous la Banque de l'Amérique. Tout à fait. Alors que et non. Et c'est la Banque mondiale ici, les FMI. Alors que non. Et pour faire comprendre que pour qu'un parti fonctionne, il faut cotisation à bâtonnion, c'est tout. Mais on se dit, il faut bien Mbokawana biso basi peto kotongango. Donc il faut qu'on s'implique. Il faut tout tirer ma boque. Alors, je vais vous laisser par là, mais il y a une chose qui me vient en tête pour dire, vous avez participé à ce forum, vous avez vu le spectacle, entre guillemets, que vous, de l'opposition, nous avez montré ici à Washington, mais en rentrant au pays... Pas seulement l'opposition, la majorité aussi. Bon, mais moi je suis avec une opposante, celle qui était déléguée de l'opposition. Alors... en rentrant au pays, quelle serait votre démarche? Est-ce qu'on peut... bon, vous avez parlé de mécanismes de suivi des concertations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi parler de mécanismes du suivi de la table ronde de Washington? Est-ce que l'opposition pourra encore se réunir pour voir qu'est-ce qui a été dit à Washington? Parce que parmi aussi de réclamations que vous avez faites, il y avait eu aussi cette demande de dialogue. Bon, ce dialogue-là, en quoi il est différent de ce qui a été convoqué avant? Et la finalité de ça sera quoi? Toujours un gouvernement d'union nationale? Moi, en tout cas, je suis très sceptique, je dois vous dire, sur cette question de demande de dialogue, soi-disant... et ça se ferait dans quel calendrier, avec quels moyens et tout cela? Croyez-vous que le gouvernement aura encore à dépenser de l'argent? Il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Nous sommes là en septembre 2014 et nous souhaitons, cette partie de l'opposition qui demande un nouveau dialogue, elle sera la même opposition qui va demain se plaindre des modalités de réunion de ce dialogue, les critères, tout ça, et ça va traîner encore en longueur. Pourquoi? Et puis quand ils invoquent l'accord d'Addis Abeba, non, moi j'ai relu l'accord d'Addis Abeba, elle ne parle pas de ce dialogue comme eux ils l'entendent. Et moi en tout cas je suis d'avis que les conclusions, les recommandations des concertations nationales, quand vous les lisez, si on les met en œuvre, ça va faire avancer les choses. Et dialogue, on reviendra au même problème que nous avons vécu. Et d'ailleurs j'ai eu à l'écrire, ils demandent ça pourquoi? Ceux qui n'ont pas été aux concertations. Parce qu'ils veulent maintenant faire partie du jeu, faire partie des potentiels ministrables. Mais vous ne le voulez pas, pourquoi? Puisque vous êtes déjà dans le jeu. Non, mais je dis que pourquoi avoir refusé hier
Ce qu'ils veulent maintenant aujourd'hui. Non, hier, c'était des concertations Oui. nationales. Oui. Cette fois-ci, c'est le dialogue. Oui. Et quelle est la différence? Il y a beaucoup de différences. Et qui dit qu'ils n'auront pas les mêmes objections, les mêmes réserves, il n'y aura pas les mêmes polémiques qui vont revenir? Avançons un peu, avançons. Parce qu'en dehors de ces questions-là, il y a le sort des populations congolaises. Qui meurent de faim. Et quand je dis meurent de faim, c'est pas un mot comme ça que je lance en l'air, c'est vraiment la réalité. Hein? Tout à fait. C'est la réalité. Voilà. C'est la seule façon qu'on va faire avancer. C'est pas les autres qui vont changer le Congo, c'est nous. Votre mot de la fin, Madame Makombo? Le mot de la fin, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Vigilance, ça veut dire aussi que un citoyen bien informé en vaut deux. Il ne faut pas des informations non, yomoko olanda ba information pour être vigilant et trouver un moyen pour faire pression pour que ces questions dont on a parlé, article 220, élection libre et transparence, ait vraiment lieu. Parce que l'avenir du pays en dépend, l'avenir de nos enfants en dépend, des jeunes et des femmes, et que des questions comme les violences sexuelles massives, que ça soit quelque chose du passé. Ces violences massives-là, c'est une tâche et c'est une souffrance énorme pour nos sœurs, nos filles, nos mères. Donc, impliquons-nous tous et seuls nous, Congolais, nous changerons ce pays. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Madame Angèle Makombo. Je vous rappelle que nous avons reçu ici, depuis Washington DC, Madame Angèle Makombo, qui est en séjour ici. Elle a décidé, elle a pris son courage pour rentrer au pays et essayer d'organiser un peu la femme congolaise. Et elle a été aux élections de 2011. On peut aussi dire que vous serez encore là pour 2016. Comme candidat. Notre focus, c'est 2015, les élections locales, qui est le maximum de femmes candidates. Et 2016 après, on verra. Après, on verra. Voilà. On va voir. Bon, on aura Hillary Clinton comme candidate déjà, je l'annonce. Elle a confirmé bon, nous le confirmons ici. On pourra peut-être avoir aussi Madame Makombo et rester branché sur Bakolo State. Et, en tout cas, c'était un plaisir d'être invité par Bakolo State. Merci Madame, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous êtes busy. Quand vous êtes à Washington, c'est toujours des réunions, mais vous avez pris de votre temps pour répondre à ces quelques questions. Merci mais s'il n'y a pas assez de femmes à 2015 et 2016, moi je vais m'en prendre à vous. Bye bye. C'était Gary Iwele depuis Washington DC pour Bakolo State. Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo, Canadi, Kelly, Iyo, Papa.